Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de sociologues, de psychologues qui pensent que la santé mentale est un concept dangereux et qu'il ne faut pas vulgariser, il ne faut pas réfléchir à ça. Et dans les époques où on ne pensait pas au psychisme, on ne pensait pas à la santé mentale, on était soumis aux fantasmes et aux rumeurs. Les informations tragiques, on n'y échappe pas. Pendant très longtemps, quand une récolte était mauvaise, on pensait que c'était Dieu qui voulait nous punir. Quand il y avait des épidémies, on ne pensait pas que c'était un microbe. Les microbes ont été découverts il n'y a pas longtemps. Quand il y avait une épidémie et qu'un Européen sur deux mourait, c'est le cas du siècle des pestes, c'est le cas de la peste de 1348, un Européen sur deux est mort en 2 ans. Et beaucoup de gens pensaient que c'était soit une punition de Dieu, soit un mauvais œil du voisin, soit les Juifs. Et chaque fois qu'il y avait une épidémie de peste, il y a eu un pogrom. Le réel, c'est très difficile à dépister. Il faut une démarche scientifique pour dépister le réel. Avant, on avait des idées trop simples. On avait l'explication, la folie c'est la possession, ou au XIXe siècle on disait c'est la masturbation. C'était expliqué. Et maintenant, il y a tellement d'informations que ça finit par faire une information brouillée, une information confuse. Et il faudrait lire beaucoup, il faut lire beaucoup pour essayer de comprendre un peu. On ne peut plus traiter toutes les informations. Il y a tellement d'informations que même un spécialiste ne peut pas lire tout ce qui est publié dans sa spécialité. La fonction de l'information, ça devrait être de donner, on appelle ça des données, et qui inspirent des réflexions, c'est-à-dire un travail de réflexion. On me dit ça, est-ce que c'est vrai? Peut-être oui, peut-être pas vrai. Donc ça, c'est la démarche scientifique qui inspire une réflexion, c'est la démarche des sociologues, des philosophes, des écrivains, des littéraires, qui font ça très bien. Par exemple, les cinéastes ont joué un rôle très bénéfique dans la banalisation de l'autisme ou de la trisomie. Avant, un enfant autiste, on l'enfermait. Des cinéastes ou des écrivains, ou des autistes eux-mêmes. Temple Grandin, par exemple, a été une des premières à raconter son monde intime, et à ce moment-là, beaucoup de gens ont dit « mais il faut s'occuper de ces enfants, au lieu de les enfermer, ils guérissent pas tous, mais ils souffrent moins, et un grand nombre d'entre eux reprennent une bonne évolution », c'est la définition de la résilience. La méfiance, c'est pas le doute. La méfiance, c'est le contraire du doute. La méfiance, c'est la conviction qu'on me trompe. Donc, c'est le contraire du doute. Le doute, c'est le plaisir de remettre en question Descartes, c'est-à-dire Hannah Arendt. C'est le plaisir de... Vous me dites ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes certain d'avoir raison parce qu'un autre me dit autre chose? Donc, on va débattre, on va réfléchir. Et là, c'est source de lecture, de rencontres, d'évolution, de progrès. Les méfiants qui disent je doute que tu me dis la vérité, c'est le mot doute veut dire exactement le contraire. C'est-à-dire j'ai la conviction que tu me trompes. Alors le doute est forcément créateur, puisqu'il invite à la recherche, il invite à la comparaison. Donc le doute est forcément créateur, la science remet en question même les certitudes. Donc ça fait partie de la démarche scientifique, alors que les croyances ont la haine du doute. Les croyances, c'est quelqu'un a dit la vérité, tu dois la répéter. Et ça, c'est l'arrêt de la pensée. Il y a des journalistes qui se donnent une excellente formation psychologique. Il y a des journalistes qui sont psychologues ou psychiatres et qui font un très bon travail d'explication. Généralement, ils le font
avec un sourire et avec parfois de l'humour, ça c'est très agréable, ça c'est un travail nécessaire. Et il y a des gens qui profitent de ça, mais c'est vrai pour la science, c'est vrai pour le commerce, c'est vrai pour les astres, c'est vrai pour tout. Il y a des gens qui récupèrent ces données-là pour imposer leur propre vérité. C'est-à-dire que là, on a un langage dictatorial, j'ai la vérité, je vais vous l'imposer, alors que le scientifique dit j'ai l'impression que ça c'est un segment de vérité, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça c'est une invitation au débat, c'est une invitation à la réflexion, c'est très amusant, très agréable, alors que la croyance c'est ou bien tu récites ma vérité, ce que j'ai dit, ou bien je te considère comme un ennemi. Les journalistes qui font bien leur métier sont responsables de l'amélioration de beaucoup de maladies, de ce qu'on appelait les maladies mentales, qui maintenant ne font plus peur. Mais les anciens raisonnements reviennent très facilement, reviennent très vite. Hein. Par exemple, chaque fois qu'il y a un meurtre horrible commis par un psychotique, ça arrive, hein, aussitôt, il y a un personnage politique qui dit il faut enfermer les fous, il faut augmenter le nombre de services fermés. Or, on a fait des enquêtes, beaucoup d'enquêtes, il y a beaucoup moins de gens dangereux parmi les psychotiques que parmi les gens normaux. Donc ces politiques-là devraient enfermer les gens normaux pour protéger les psychotiques. L'information est terriblement sélective. Elle est bien ou mal? Elle est sélective. Elle est forcément bien. Si vous demandez à un Allemand de raconter la Seconde Guerre mondiale, il ne vous racontera pas du tout la même guerre qu'un Français ou un Anglais. Si en Allemagne, si vous parlez du bombardement de Dresde, tous les Allemands sont au courant. Posez la même question en France, personne n'est au courant. Si vous posez la question qui a libéré, qui a effondré le nazisme, dans les années 50, tout le monde répondait c'est les Américains, et aujourd'hui on découvre que les Russes, qui sont peut-être en mauvaise difficulté d'image aujourd'hui, les Russes et les associés aux Ukrainiens ont joué un rôle majeur dans l'effondrement du nazisme. Donc, toute information, on ne peut pas tout percevoir du monde. On serait confus, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Si on veut tout percevoir, on est confus. On est obligé de réduire pour voir le monde, et réduisant, on donne forme au monde, et on peut mieux se comporter. Mais notre réduction de français occidental n'est pas la réduction, n'est pas le même monde qu'un Indien d'Amazonie, qui n'a jamais vu de voiture ou qui n'a jamais vu d'écran télévisé. C'est pas du tout le même monde. Il a son monde à lui. Il n'est pas fou, nous non plus. Chacun a construit son monde en fonction de son développement et de sa culture. C'est une explication suivie d'un débat, de façon à ce que chacun puisse digérer cette information en fonction de sa formation personnelle. C'est un raisonnement systémique où toute une équipe se coordonne pour essayer de trouver une solution. C'est pas une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes biologiques, écologiques, climatiques, développementales, sociales, culturelles, spirituelles. C'est cette convergence de causes qui provoque un effet bénéfique ou maléfique.